Et puis l'institutrice avait beaucoup de naissances et elle n'était jamais là. Alors j'ai changé d'école, je suis allé à l'école parce que là, c'est le village, il y a 3 sections. Il y a Maroule, Marciel et Elbe pour la commune. La commune, c'est Marciel. Et alors j'étais à Maroule. La bonne femme a eu des 3 ou 4 gosses sur l'autre, elle ne faisait jamais l'école. Alors c'était pas intéressant, c'était toujours des remplaçants. Et on m'a mis à Marciel. Et j'ai eu la chance d'avoir un homme qui était un instituteur de l'époque et un homme de bon sens qui donnait l'éducation qu'il fallait aux jeunes et une éducation saine et loyale. Et c'était pas l'homme qui racontait des histoires. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses. Et à 80 ans, encore quand il a fêté son truc, il me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, je me rappelle de toi. Tu étais le plus cancre de l'école, mais, il m'a dit, je savais que tu ferais autre chose dans ta vie, non pas les études. Il me l'a dit, oui. Putain, c'est comme ça. Et l'école était loin de chez vous? Et j'allais à l'école à Milo, 3 kilomètres. Ouais. Été comme hiver? Ah oui. Monter dans les escaliers avec eux, on s'amusait un peu. Pourquoi il avait dit que vous étiez le plus cancre? Parce qu'on était deux. on était des abrutis, on ne voulait pas apprendre. Et il nous le disait directement, vous êtes les deux plus cancres de l'école. Voilà. Et nous, on le prenait comme ça. Oh, puni, peut-être que si, oui. Peut-être que si. Ouais, si, on était punis. Enfin, c'était des punitions qui étaient sévères, mais on les appréciait quand même parce que de la personne que c'était, nous avions un instituteur, un modèle. Un modèle que sur le plan national, même à l'heure actuelle, s'il revenait, ça ferait du bien à beaucoup de gens. Parce que les gens maintenant sont dévergondés, n'ont plus de bon sens, n'ont plus je ne sais pas comment expliquer ça, ils n'ont plus la notion de la vie courante. Ils ont ces smartphones, cette téléphonie moderne, ce truc jeune là, n'a pas arrangé les choses. Ça nous a déstabilisés nous parce que nous ne sommes pas suffisamment capables de s'occuper de ça, mais ça nous a déstabilisés, mais je pense que les jeunes le seront plus que nous. Parce que c'est pas normal de voir tout ce qui s'est passé à l'heure actuelle, même que ça soit un progrès qui soit commode. Il y a des choses qu'il ne faut pas rejeter dans ce progrès qui sont très bonnes, mais il y a véritablement des choses qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il faudrait pour que la vie continue dans un sens normal. Nous vivons une vie virtuelle actuellement, dans l'opulence et dans l'inconscience. Oui, on est inconscient. Inconscient de ce qu'on a autour, parce que nous avons un bien-être dont personne ne veut comprendre. Et quand on a souffert et qu'on a vu ce qui s'était passé par le passé, on n'a pas à se plaindre. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. À l'époque, les soins n'étaient pas remboursés, les ambulances n'étaient pas remboursées, les hôpitaux non plus. Putain, attends, hein, c'est comme ça. Et maintenant, tout est remboursé et encore, on n'est pas content. L'instituteur n'était pas du côté de la religion tout à fait, mais il était assez intelligent pour comprendre qu'il y avait quelque chose au-dessus que l'instruction. Et quand les gens allaient à la messe, il n'en était pas mécontent. Et ça, c'était une chose, même tout en étant à l'éducation, qui laissait un rapport entre les voisins ou les copains qui n'était pas négligeable. Il y avait une ambiance formidable. Mais tout ça formait un cadre aussi, non? Ah oui. La religion. Ah oui, oui. L'école, oui. Parce qu'il y avait aussi je ne sais pas si c'était le cas ici, mais est-ce qu'il y avait le cours de morale aussi? Ah oui, tous le matin, oui. Oui. Ah oui, oui. La morale, tout le matin, oui. Tu diras bonjour, tu respecteras ton voisin, tu respecteras tes ancêtres. Il y avait tout un tas de choses qui étaient quand même bien. Et maintenant, c'est périmé tout ça. Je ne comprends pas qu'on ait laissé partir toutes ces valeurs. Mais je pense que vous avez dit, hein, c'est une partie du progrès qui a chassé. Ouais, mais à nos yeux, à nous, ce progrès,
n'est pas dans le sens où il faudrait qu'il soit. Ça va trop vite. Ça va trop vite parce que les générations arrivent, se renouvellent et ne connaissent pas tous les éléments. Et souvent, les générations recommencent la connerie qu'ont faite la génération précédente. Parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que disent les générations qui sont en fonction. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'on perd beaucoup de temps là-dessus. Vous savez, quand le père et le fils s'entendent comme il faut, qu'il y a une communication permanente, qu'on discute de tout, on peut avoir des différends, mais on peut les mettre sur la table et penser ce qu'on veut, les partager, en discuter, et puis voilà. Moi, je vois des familles qui sont impeccables, et j'en vois d'autres qui sont dans des décrépitudes, et c'est dommage. C'est dommage que l'expérience ne soit pas retenue. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est vu par nos yeux, et peut-être que beaucoup ne le voient pas pareil. Vous dites qu'il y avait un respect pour les anciens. Ah oui, il y avait un respect. Oui. Ouais. Il y avait un respect qui était formidable. On avait, je sais pas, c'était plus l'époque de maintenant, plus. Parce que on venait d'une époque où il manquait beaucoup de choses, et il y avait beaucoup de choses à faire et qu'on n'avait pas tout à choix. Maintenant, on veut quelque chose, on part à la ville acheter ce qu'on veut. Et on part acheter à la ville ce qu'on veut, on prend la carte, on commence à consommer avec la carte, et voilà, et on revient avec un article qu'on a acheté. Et avant, les gens, ils vivaient ici, dans ces pays, en autarcie. Ils vivaient en autarcie dans ces pays. Je ne sais pas si j'avance trop vite, peut-être. Non, ce qui me soulève une question, c'est que finalement, à l'époque, on savait tout faire. Ah oui. Ah oui, les types, ils savaient sarcler, ils savaient faire du maïs, ils savaient faire des pommes de terre, ils savaient faire des carottes, ils faisaient de tout, ils avaient 4 poules, ils avaient des lapins, ils avaient un peu de tout, ils avaient de tout dans la ferme. Et ils vivaient en autarcie, ils avaient 4 vaches, 15 moutons, et voilà. Et avec ça, ils vivaient. Et le dimanche matin, ils venaient dans le petit village qu'on avait au café, là. Il y avait un café. Ils venaient faire la pelote tous les dimanches matin et boire l'apéritif jusqu'à midi. Et c'était la rigolade. Comment va ta mère? Comment va ton frère? Et ton oncle, comment il va? Eh bien, ça va, ou ça va pas. Il a été opéré, si ça en parlait comme ça. Il y avait un contact permanent et qui faisait la vie, c'est tout. Moi, je le vois comme ça et je pense que c'est comme ça. Et ces gens-là, ils ne demandaient rien à personne. Hein. Ils faisaient avec alors, ils avaient 2 paires de bœufs, ils en dressaient une paire, et quand ils avaient dressé cette paire, ils les changeaient avec les vieux, ils vendaient les vieux, et ces vieux bestiaux, ils les vendaient cher. Et quand ils mettaient l'argent à la poche, et ils rachetaient des plus jeunes, et ça faisait une marge bénéficiaire. Maintenant, on a acheté des tracteurs et des tracteurs, et quand on veut revendre le tracteur, il ne vaut plus rien. On a payé le crédit et la peine qu'on a prise dessus, le vieillissement du matériel, et il ne reste plus rien. Et avant, il restait des sous. Voilà comment ça se vivait à l'époque. Et on n'allait pas au crédit agricole pour emprunter. On n'empruntait pas. Ah, très peu. Si, on empruntait, nous, quand on a acheté la scie, c'était, voyons, attends, bouge pas, 53 ou 4, par là. On a emprunté 310 000 francs, 1000 francs, et on remboursait au crédit agricole, et on remboursait 38 000 francs par mois, pendant 24 mois. Je me rappelle, non, pas pendant 24 mois, pendant 10 ans. On a payé 380 000 pour 310 000 empruntés. Mais en France, c'était. Mais il y a du bon, mais il y a beaucoup de mauvais parce que les bases, on ne peut pas les supprimer, les bases. Un et un, ça fera toujours 2. Je pense que tout simplement l'informatique elle nous a trop assisté et du coup on a perdu toutes nos bases, c'est tout. Oui, et puis il y a eu un bien-être qui est arrivé. Et à l'époque, il y avait beaucoup de travail parce que tout était à refaire, beaucoup de choses avaient été démolies et il y avait beaucoup d'argent à gagner. Et quand De Gaulle est arrivé au pouvoir,
ils ont donné beaucoup de graines à Moudrojade. Ils ont donné, ils ont augmenté. Moi, je me rappelle quand le SMIC était à 800 francs. 800 francs. Et ça faisait déjà cher pour les gars qui employaient quelqu'un. Et puis c'est monté petit à petit. Et puis on a mis le SMIC, et là, si on parlait un peu plus loin, on a fait une grosse bêtise. Parce qu'il y a des gens qui gagnent le SMIC qui ne sont pas capables d'en gagner un quart. Et il y a des gens qui gagnent le SMIC qui sont capables de gagner 3 fois le SMIC. Le choix du SMIC est une grosse erreur. Moi, je l'ai toujours dit, parce qu'il fallait, à la capacité du bonhomme. À l'époque, on payait les gens quand ils étaient capables. Moi, à la Syrie, quand j'étais là, le samedi soir, à 7h du soir, je dis putain, il faudrait aller livrer ça, même à 8h, et il faut y aller. Mais j'y vais de suite. Tu lui donnais 100 balles, 100 francs. Le lendemain matin, il ne se rappelait pas s'il avait travaillé une heure de plus ou pas. Maintenant, c'est l'heure, il faut arrêter, bourre de com. Et tu gagnes de l'argent comme ça en travaillant. Sans rien faire, tu ne peux pas le gagner. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. C'est grossier ce que je dis, il rigole, lui. Ah, mais tu peux rigoler, hein, Fabien, mais c'est comme ça. Hein. Mais aussi parce que ces jeunes, aujourd'hui, ne veulent plus travailler comme vous l'avez fait. Et non, parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé là, et ce déséquilibre ne se remontera pas comme ça. Parce que quand on a formé quelqu'un à rien faire, tu ne peux pas le faire travailler, c'est rien faire. Et parce que vous avez trop travaillé peut-être aussi dans votre vie. Bah, c'est-à-dire que non, mais on n'avait pas de repères non plus de là où on allait. Mais bon, on avait quand même une volonté de faire quelque chose. Et puis il y avait quand même un engouement parce que si on gagnait de l'argent, on pouvait faire autre chose et on avait toujours envie de faire davantage. Et maintenant. Mais vous avez eu du temps pour vous en travaillant autant? Eh bien, on le prenait. J'allais à la belote, même faire le quille tous les dimanches. On s'amusait quand même, va. On allait au voile, on allait un peu partout. Oui. Putain. Ouais, c'est comme ça la vie. Et la guerre alors, parce que vous êtes né en 1936, à la fin de la guerre, vous avez peut-être quelques souvenirs. Ah, la guerre, oui. Oui. La guerre, oui. La guerre, on se rappelle de beaucoup de choses, oui. La guerre a été quelque chose de formidable. On se rappelle de beaucoup de choses qui se sont passées même dans le secteur. Là, quand la colonne del Reich est montée, ils sont montés par cette route-là. Et il y avait, je ne sais pas, 1200 hommes peut-être, et sur la route de Monteval, là-bas, c'était pareil, il y en avait une autre colonne qui montait. Et là, ils ont commencé à... Le premier qui a été tué dans le camp militaire de Keilius. Et c'était ça en 1944. Il s'appelait AVZ-Do. Il a un garage à Albias, le fils. Et lui, il vient de mourir là. Le fils de celui qui a été tué vient de mourir, mais il y a un fils qui tient le garage encore. Et après de là, ils sont montés ici. Les Allemands, ils ont fait une tuerie à Keilius, ils ont tué à Limogne, à Cajar, la Capelette, ils ont fait un massacre à la Vorette là-haut. Et à cette fois, après là, c'était une autre histoire, parce que c'était un camp de Juifs là, à cette fois. Mais après, ils sont montés sur Gel, ici, et de Gel, ils sont allés à Figeac, ils ont fait Figeac, puis ils sont montés à Oradour-sur-Isle. Mais ils sont venus chez vous déjà? Ils sont venus chez vous? Ah, mon père fournissait les maquis, automatiquement. Les Allemands, pas trop les Allemands, mais les maquisards venaient beaucoup. Ah, vous avez connu les maquisards alors? Ah oui, les maquisards, oui. Il y avait le maquis de Prévenquière, il y avait le maquis d'Ols, là, qui venait chercher de la nourriture dans les maisons. Des poulets, des œufs, tout ce que... Et vous n'avez jamais été inquiété ou menacé par les Allemands? Non, pas. Si, une fois que nous partions la première année justement chez mes grands-parents et ma mère en vélo, on était là à Maroule et puis il y avait un sidecar avec des Allemands. Il y avait un sidecar d'un côté, un sidecar de l'autre, putain, ça nous a foutu la trouille ça. Et il y avait les mitraillettes là.
Alors on est rentré à un café qu'il y avait là-bas, mais la personne ne voulait pas ouvrir parce qu'elle avait peur que les Allemands viennent. Et finalement, elle a ouvert, on est rentré. Mais c'était limité, là, on a eu la trouille. Là. Ça, c'est une des parties que j'ai eu le plus de peur. On me fait peur, sans avoir peur, parce qu'on était jeunes, on ne se rendait même pas trop compte. Quoi. On se rendait compte, mais pas pareil comme maintenant. Et après tout ça s'est passé, mais il y a eu des représailles, après il y a eu beaucoup de choses. À la Libération. Et ouais, à la libération, oui. C'était en 1945. La libération, mon oncle a été prisonnier en Allemagne. Un, et l'autre était resté avec mon père dans l'Oise. Ah oui, parce que vous êtes monté là-bas 2 fois, Ah oui, oui, oui. Ouais. pour le voir. Et oui, il a été reçu par quelqu'un qui était un chef d'entreprise qui était né à Millau, mais c'était pas un imbécile, il était déjà à droite, il avait déjà 2 sociétés déjà à l'époque. Ah, il avait une affaire terrible. Il avait gagné, qu'est-ce qu'il avait gagné comme pognon ce type-là, avec l'armée, à l'époque, l'armée et la CNCF, c'était des gens qui avaient des ressources. Vous étiez monté en train alors, Ah oui, le voir. ouais. Et il faisait quoi là où il était mobilisé, c'est ça? Il était mobilisé en tant que menuisier. Menuisier sur place. Et oui, je me rappelle de tout ça là-haut, je me rappelle d'une dame qui était la belle-mère de ce menuisier, de ce patron, qui avait un âne et un chien. Ils avaient un berger, le chien avait l'âne, bouffait les bonbons sur la table. Et il se bouffait le nez en même temps. L'âne d'un côté, bouffait les bonbons, et le chien de l'autre voulait les bouffer. Putain, ça me faisait rire, je me rappelle de ces conneries. L'âne et le chien. Quand je raconte ça, il est fou ce type. Ah, en fait, c'est comme ça. Et justement, vous avez souffert de la faim pendant la guerre ou pas? Non, non, mais on a mangé du pain noir, du pain de seigle, à l'école, À l'école aussi. oui. Mais pas quand on était à Marseille, à Maroule, on a mangé du pain de seigle. Ouais. Et puis, il fallait pas. Après, mon père a embauché un employé de plus. Et le boulanger, il nous avait dit, à l'époque, il ne vous faudra pas trop manger parce qu'on n'a plus de farine. Hein. Ça, je me rappelle. Pour faire le pain. Tu veux pas raconter l'histoire quand tu étais au jardin avec ton père et ta mère ici? Où? Quand tu étais avec ton père et ta mère ici, que tu faisais le jardin là, sur ce terrain. Ouais, à Mala, oui. Et Mais c'est quand la colonne del Régime remontait là. raconte-la cette histoire. Oh, cette histoire n'est pas compliquée. On était là et on a eu peur de la colonne allemande, bien sûr. Et on faisait des pommes de terre, du maïs là, dans le châle, là, juste en bas. Et puis, quand on a entendu cette colonne qui tape du pied, ça fait du bruit. Une colonne de 1200 personnes qui montent à pied, ça fait du bruit. Même en plein jour, moins que la nuit. Et on est allé se cacher. Il y avait une maison juste dans le coin de la chambre, là. Une vieille maison, et c'était en ruine. Et on a été se cacher là-dedans quand ils sont passés. On a attendu qu'ils foutent le camp. Et mon père montait là-haut sur une butte et il entendait la colonne. Il se couchait par terre et la colonne qui montait sur la route de Montauban qui allait sur Rodez ou Villefranche ou Figeac, je ne sais pas trop quelle direction elle a prise, mais il mettait la tête par terre et il entendait les marches des Allemands par terre. Ah, c'était des époques comme ça. On n'a pas souffert outre mesure, mais bon, c'était compliqué. Il y avait une peur des personnes qui étaient plus âgées que nous et qui connaissaient le danger plus que nous. Mais non, nous, on était plus jeunes, quoi. On avait moins de connaissances. Après, il y a eu le commerce du tabac. Les gens faisaient du tabac dans les champs et ils allaient acheter des feuilles de tabac, ils coupaient le tabac pour faire des cigarettes. Justement, vous fumiez, enfant? Vous avez fumé? À l'époque, oui. Ouais. À quel âge? Et À quel âge vous avez fumé? oh, j'ai fumé à 16 ans par là. Il y avait un type qui travaillait à la maison
et qui me dit, allez, fume-en une, fume-en une. J'ai commencé comme ça, et puis je me suis mis à fumer, ça me faisait tousser comme un abruti, mais je ne comprenais rien, on fumait comme des ânes. Et l'autre, c'est rien, ça, c'est rien, c'est rien. Oui, c'est rien, mon gomme, il t'apprend à fumer. Et après, C'était quoi comme tabac? ah, c'était du tabac de Chine. Il y en a qui même qui prisaient, ils mettaient le tabac à le nez. Ah oui. Il y en a d'autres qui chiquaient, ils le mettaient à la bouche. Et ils ruminaient du tabac. Oui. Et oui, ça, c'était pendant la guerre, oui. Flourette, il a dit, Flourette. Il avait toujours une chic. Et alors il te demandait, t'as pas une prise? Si, alors la prise, tu le mettais à le nez. Et la chic, tu le mettais à la bouche, on lui a dit. Et la cigarette, tu la fumais. C'était comme ça. Et c'était fort, vous? Ah, la prise, oui. T'en as pas une, quand tu étais à deux, là, t'en as pas une, si, allez, t'en donnes une. Tu la mettais à le nez, puis tu te foutais à éternuer comme un con. 16 ans, c'est jeune. Hein? Eh? 16 ans, je dis, c'est jeune. Eh, c'est jeune, oui. C'est jeune, mais ce type, il travaillait à la maison, là, il venait à la journée. Et à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Hein. À l'époque, on ne comptait pas ni les heures, ni le temps. Hein. Mais on travaillait, on rigolait. Quand on s'amusait, mais quand on travaillait sérieusement. Hein. Plus que maintenant, parce que maintenant, c'est plus la même technique, c'est plus pareil. Mais il est vrai qu'il faut qu'il y ait une évolution qui se soit faite. Mais là, il faudrait quand même pas aller plus loin, parce que tout à l'heure, il va se passer une chose, c'est qu'avec le social que nous avons, le travail ne paiera pas le social qui nous couvre. Parce que nous ne travaillons pas assez pour payer tout ça. Et ça, je pense que peu de gens réalisent cette chose-là. Ah, on parle de la dette, oui, mais la dette, avant il n'y en avait pas de la dette. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une ambiance entre personnes qui n'existe pas maintenant. Maintenant, on s'ignore, tout le monde s'ignore. Et avant, tout le monde se serrait les coudes parce que c'était la misère. On sortait d'une certaine souffrance et tout le monde, dans la misère, les gens se serrent les coudes. Voilà. Dans l'opulence, chut. Après l'Algérie, donc vous avez repris le travail. Ouais, j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Vous travaillez encore? Non, moins maintenant. Jusqu'à 80. Même à 85. Mais moins, oui, j'ai travaillé parce que c'était. On avait que. C'est vrai qu'il y avait ça qui. C'était intéressant de travailler parce que quand on ne travaillait pas, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut les gens sans travailler. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse ne pas travailler? On a du mal à le comprendre ça. On a du mal parce que nous, en travaillant, on vivait. Et maintenant, moi, je ne sais pas, on tend la main quand on ne travaille pas. Alors moi, je dis, mais qui va payer toutes ces choses-là? Bon, on fait de l'argent, on fait de la dette publique, on fabrique des billets. Il se fabrique à Bergerac ici. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et ces billets, c'est facile à frapper. Mais moi, je ne sais pas, après l'équilibre, comment ça se passe. Qui fait quoi? Est-ce que vous comprenez qu'un jeune, par exemple, puisse prendre 6 mois, 1 an dans sa vie pour partir voyager sans travailler et vivre d'une autre façon? Moi, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre tout ça. De toute façon, on s'aperçoit une chose, c'est que dans l'administration, beaucoup de gens travaillent bien moins que dans le privé et ils arrivent à survivre. Mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que je veux bien croire que c'est fatigant l'administration, dans certains cas, mais il y a des cas où je pense qu'ils sont planqués. Hein, parce que j'ai des exemples frappants quand j'assistais à des réunions à la cité administrative qui est quand même régionale, qui est à Toulouse, et des fois on avait fini la réunion qu'on avait, des réunions paritaires, et on faisait le tour dans des établissements
de la justice, de l'agriculture, de la pêche, de tout ce que tu voudras. Tu as des bâtiments là-bas, la cité administrative de 150 mètres long, maintenant ils vont la démolir parce qu'ils vont la mettre ailleurs. Et tu rentreras dedans, 3 heures de l'après-midi, tu suivais le couloir comme ça, là, à l'étage. Là, ah putain, il y en a un. L'autre, il n'y a personne. Là, 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 il n'y a personne. Ah putain, là, il y en a un. Là, il y en a un. Tu faisais 100 mètres dans le couloir, tu avais 10 personnes, peut-être, il y avait 25 bureaux. Alors tu te demandes à quoi servent toutes ces administrations. Parce qu'on délivre des choses à haut lieu, et puis on ne dit pas comment les appliquer. Et les gens, ils sont paumés, ils reçoivent des directives de Paris, tout ça, mais c'est plus la même chose quand ça arrive dans une ville comme Toulouse. Ça ne correspond plus à rien. On ne donne pas assez de liberté à la région pour de pouvoir gouverner. Tout se gère à Paris. Non. Moi, je pense qu'il y a une erreur là. Est-ce que vous pensez que la société était plus simple à l'époque? Ah oui, oui. C'était vachement plus simple. Oui. Ouais. C'était plus simple. C'était plus simple, beaucoup plus simple. Mais l'évolution a voulu que ça soit comme ça. Je ne pense pas que nous sommes sur une bonne évolution, je pense que nous sommes tout à fait dans l'erreur. Hein. Quand les gens tournent les panneaux dessus-dessous, moi je dis ils ont raison, hein, parce qu'on tourne sur la tête. Hein. On n'a plus de repères comme on avait, enfin quand même. Avant il y avait des repères, il y avait quelque chose, il y avait un bon sens. Les gens avaient un bon sens, ils savaient que jusque-là ça pouvait aller, mais là il fallait respecter, c'était inacceptable. Et bien là on va plus loin. Et continuons, moi je veux bien. Vous avez aimé votre métier? Ah oui. Ah oui, oui. J'aimais mon métier parce que ça me plaisait. Et ça me plaisait beaucoup. Et ça me plaît encore parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué toute la vie, quoi, c'est tout. Mais il est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes que ce qu'on faisait comme métier. Et c'est comme ça. Vous pourrez me décrire un petit peu comment ça se passait, votre activité de cultivateur, de menuisier? Ah oui, c'est-à-dire que Aussi, c'est ça? cultivateur, le matin il se levait et il fallait soigner les bêtes et après, quand il avait soigné les bêtes, il partait à son atelier de menuiserie et puis voilà, et le matin il fallait nettoyer les bêtes et sortir le fumier, tout ce que tu veux, et puis voilà. Et il fallait faire boire les bêtes, il fallait soigner les moutons et Mais ça pour se... ensuite, Eh vous avez repris vous? Oui, elle l'a fait un peu, pas longtemps, je l'ai fait peut-être 5 ou 6 ans, ça. Mais enfin, ça se faisait. Et après, tu partais au boulot, et puis voilà. Après, vous avez été charpentier, c'est ça? Si j'ai bien Ah oui, avec la scie, la varlope sur le dos. Et quand on arrivait chez le client, on commençait à travailler 1 heure avant de déjeuner, souvent, parce qu'on partait de bonne heure, souvent ce jour-là, on ne devait pas soigner les bêtes, on partait à 7 heures, et de 7 à 8, on était au boulot, enfin même avant 7 heures, et on partait à 6 heures aussi par là, et on arrivait à 7 heures chez le client, parce qu'on allait à la journée à ce moment-là, en tant qu'artisan, on allait à la journée, fille de Dieu. Et on arrivait chez le client, on travaillait 1 heure et on déjeunait. Et on déjeunait comme il faut. Et avant de déjeuner, quand on poussait la varlope comme ça, là, sur la planche pour raboter, on disait du lard, du lard, du lard. Rien que du lard, du lard. Et quand on avait déjeuné, on disait du lard, du dindon et du veau. Mais en patois, ça disait des lards, des piottes et des bédelles. Et alors, la varlope, elle marchait le double plus vite parce que tu avais bien mangé du lard, du dindon et du veau. Alors, du lard, du dindon et du veau. Et quand tu n'avais pas déjeuné, tu disais que du lard, que du lard, que du lard. Le lard, c'est du lard. Voilà, c'était comme ça. Et vous chantiez? Ben, chanter, oui, en faisant ça. Ah oui, on allait au boulot en chantant, oui. Oui, oui, on sifflait quand on allait au boulot. Maintenant, ils y vont en reculant, quoi, les gens. C'est vrai, ça? Mais c'était à chaque fois que vous aviez la varlope, il fallait... Oui, quand on rabotait une planche. Alors, quand on n'avait pas déjeuné, on n'avait pas déjeuné, on disait du lard, du lard, du lard. Et quand on avait déjeuné, on disait
du lard, du dindon et du veau. Et on le disait en patois, des lards, des piottes et des pédelles. On disait. Et la varlope, elle marchait le double plus vite parce qu'on avait déjeuné. C'était comme ça. Et ça, toute la journée? Oh, ça a duré demi-heure quand on avait déjeuné après. Et je veux dire, vous travaillez toute la journée. Ah oui. Jusqu'à midi, on mangeait chez le client et on repartait le soir à 7h ou 7h30, voilà. Et on rentrait avec la scie sur le dos, la varlope et tout, oui. Ah oui, en vélo. Ah ouais. Ouais, mais c'était un bon temps, hein. Finalement, c'était du bon temps qu'on a vécu. Maintenant, je vous ai bien dit, on vit virtuellement, non pas naturellement maintenant. Les choses sont toutes renversées.